Mon cœur s'est arrêté pendant 11 secondes aux soins intensifs. Quand je me suis réveillé, l'infirmier m'a demandé si je voulais appeler ma famille. Il ne savait pas qu'il était à MAUI. Je l'ai découvert grâce à un mot qu'il avait laissé sur ma table de chevet. Parti pour 12 jours. On espère que tu iras mieux à notre retour. Alors, j'ai attendu. J'ai guéri en silence. Puis, j'ai vendu la maison, vidé les comptes et disparu. Quand ils sont rentrés, j'étais déjà parti. Je m'appelle Eleanor, j'ai 62 ans, et mon cœur s'est arrêté pendant 11 secondes aux soins intensifs pendant que ma famille était en vacances à Maui. Ils m'ont laissé un mot. Avant que je vous raconte comment j'ai disparu avec le moindre centime qu'ils croyaient leur appartenir et comment je me suis bâti une vie qu'ils ne pourraient jamais toucher, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. C'est bon de savoir que vous êtes là. Tout a commencé avec un bip, un son régulier et rythmé qui m'a tiré d'un brouillard épais et lourd. J'ai ouvert les yeux sur la blancheur crue d'un plafond d'hôpital. Un infirmier au visage bienveillant, nommé Carlos, vérifiait ma perfusion. Il a souri. Bon retour parmi nous, Eleanor. Vous nous avez fait une belle frayeur. Une frayeur. Il m'a dit que j'avais eu un AVC massif. Mon cœur s'était arrêté. Pendant 11 secondes, je n'étais plus là. Il m'a demandé si je voulais appeler ma famille. J'ai jeté un coup d'œil à la table de chevet. À côté d'un gobelet en plastique rempli d'eau se trouvait un morceau de papier plié en deux. C'était l'écriture de ma fille, Jessica. Mon cœur a eu un petit soubresaut. Ils étaient là. J'ai ouvert le mot. Il était bref, maman, on devait prendre l'avion. Terrible timing. À Maui pour 12 jours avec Megan et Paul. On espère que tu iras mieux à notre retour. On t'aime. On t'aime. Les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche. Carlos ne savait pas qu'ils étaient à Maui. Il ne savait pas que la première chose que j'avais vue en revenant à la vie était une carte postale du paradis me disant que j'étais seul. Je lui ai dit d'une voix rauque, non, merci, Carlos. Ils sont occupés. Pendant les 8 jours suivants, ma chambre d'hôpital fut une tombe silencieuse. Pas d'appel, pas de fleurs, pas de visiteurs. Juste la gentillesse constante de Carlos, qui a appris que j'aimais le thé Earl Grey avec une tranche de citron. C'était un parfait inconnu, et pourtant c'était le seul qui ait pris la peine de demander. Dans ce silence, ma vie a défilé dans ma tête. Je me suis souvenu de chaque sacrifice, de chaque fois où j'avais fait passer leurs besoins avant les miens. Le souvenir le plus clair était celui du mariage de Jessica. Je venais d'encaisser les bons d'épargne que mon défunt mari, David, m'avait laissés. C'était censé être pour mon voyage de rêve en Italie. Mais Jessica voulait une salle plus grande, une robe de créateur. C'est mon seul et unique jour spécial, maman, avait-elle dit. Alors j'ai signé le chèque. 1 an plus tard, quand j'ai mentionné que je pourrais peut-être enfin faire ce voyage, elle avait balayé l'idée d'un revers de main. Oh, maman, c'est un peu frivole, tu ne trouves pas, à ton âge? Frivole. Mon unique rêve était frivole, mais sa 4e robe de demoiselle d'honneur ne l'était pas. J'ai tout payé. J'ai payé pour le mauvais investissement de mon gendre, Paul. J'ai co-signé le premier prêt immobilier de ma fille Megan. J'étais la banque de la famille, le contact d'urgence, la babysitter attitrée. J'étais une ressource, pas une personne. Le jour de ma sortie, j'ai pris un taxi pour rentrer. Le silence dans la voiture était une lourde couverture. Quand je suis entré dans ma propre maison, celle que David et moi avions construite ensemble, un frisson m'a parcouru l'échine. L'air était vicié. Mon fauteuil préféré avait disparu, remplacé par un meuble moderne et élégant que je n'avais jamais vu. Les murs étaient à moitié peints d'un gris sinistre et stérile. Dans un coin du salon, mes photos de mariage, mes photos avec David, toute ma vie était entassée dans des boîtes en carton poussiéreuses. J'avais l'impression d'être entré dans mon propre mausolée. Puis je l'ai vu. Sur la table de la salle à manger, posée en plein centre, se trouvait une pile de prospectus immobiliers brillants. La photo principale était celle de ma maison, mon foyer. En dessous, en lettres grasses, on pouvait lire. Pris pour vente rapide. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas possible. Mais à côté des prospectus, il y avait un dossier en carton. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait une procuration. Et en bas, ma signature. Je m'en suis souvenu.
Il y a 2 ans, pour une opération de routine au genou, Jessica avait insisté. Juste au cas où, maman. Pour qu'on puisse gérer les choses pour toi. Gérer les choses. Voilà donc ce qu'il gérait. Je me suis effondré sur le canapé froid et inconnu, les papiers tremblants dans ma main. Ils n'étaient pas seulement en vacances. Ils attendaient que je meure. Ou, si je n'avais pas la décence de le faire, ils allaient m'effacer de toute façon. Je pensais que c'était le pire qui pouvait arriver. J'avais tellement tort. J'ai trouvé le vieil ordinateur de la famille dans le bureau. Mes doigts volaient sur le clavier, mon cœur battant à tout rompre dans mes oreilles. Je me suis connecté à notre compte iCloud partagé. Et ils étaient là. Des messages, des dizaines. De Jessica à Paul, l'agent immobilier dit qu'on peut mettre en vente avant le 15. Il faut juste qu'elle parte. De Paul à Jessica, est-ce qu'elle est, tu sais, partie? Les charges nous tuent. Et celui qui m'a brisé. Celui qui a fait voler en éclats le dernier morceau de mon cœur. C'était de Jessica à sa sœur Megan. Megan, je me sens mal, Jess. Elle est toute seule. Jessica, elle n'est pas seule. Elle est à l'hôpital. Et puis, elle n'a jamais été douée avec les limites. C'est pour le mieux. On pourra la mettre dans un bon établissement. On retrouvera nos vies. Les limites. Le travail de ma vie, mon amour, mes sacrifices, était un problème de limite. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Je suis entré dans l'ancien bureau de David, la seule pièce qu'il n'avait pas touchée, et je me suis assise dans son fauteuil en cuir usé. J'ai pris une photo de nous, d'une autre vie, une famille souriant à l'appareil photo, et j'ai finalement craqué. J'ai pleuré. J'ai sangloté pour la femme qui avait tout donné et qui se retrouvait avec rien. J'ai pleuré la famille que je pensais avoir. Les larmes ont fini par cesser. Et à leur place, quelque chose de froid, de dur et de clair s'est installé dans ma poitrine. Le chagrin était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. La rage était un carburant. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas cherché les informations de vol de mes enfants. Je n'ai pas cherché de forfait vacances à Maui. J'ai cherché des avocats spécialisés dans le droit des aînés. Le lendemain, j'ai rencontré un avocat nommé James Pugh. C'était un homme calme et professionnel, avec des yeux bienveillants qui ne contenaient pas une once de pitié, seulement de la concentration. Je lui ai tout raconté. Quand j'ai eu fini, j'ai poussé le dossier sur le bureau. Ils ont ma procuration, ai-je dit d'une voix blanche. Il l'a examiné. Puis je lui ai donné la lourde boîte de documents financiers que David m'avait laissée, celle que je n'avais jamais vraiment regardée. James a passé un long moment à lire un épais document relié par une couverture bleue. Finalement, il a levé les yeux vers moi. « Madame Matthews, dit-il lentement, cette procuration n'est pas valable pour la vente de votre maison. » Je l'ai dévisagé. « Que voulez-vous dire ?» Il tapota le document à couverture bleue. « Votre défunt mari était un homme très intelligent. Il a placé cette maison et la majorité de ses biens dans ce qu'on appelle la fiducie Wilcox. Vous en êtes l'unique bénéficiaire et administratrice. Vos enfants n'ont aucun droit légal sur ces biens. Ils ne peuvent pas les vendre. Ils ne peuvent pas y toucher. Tout vous appartient, entièrement et sans équivoque. » Un lent sourire s'est dessiné sur mon visage. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire d'une femme à qui l'on venait de tendre une épée. James a élaboré un plan de 6 mois. Discrètement, nous allions révoquer la procuration. Nous mettrions la maison en vente avec un autre agent immobilier. Nous créerions une nouvelle fiducie sous un nouveau nom. Le nom de jeune fille de ma grand-mère, Margaret Wilcox. Nous déplacerions le moindre centime. Pendant les 8 mois suivants, je suis devenu un fantôme dans ma propre vie. J'ai tout vendu, les meubles, les bijoux, tout sauf quelques trésors sentimentaux. J'ai fermé les comptes en banque. J'ai fait suivre mon courrier à une boîte postale. Et un matin frais d'octobre, j'ai fait mes bagages dans ma petite voiture. Avec 595 000 $ en espèces cachées dans la boîte à gants, j'ai quitté la vie que je connaissais et je n'ai jamais regardé en arrière. J'ai conduit vers le nord jusqu'à ce que les villes se fondent dans des villages et les villages dans des forêts. J'ai atterri à Pinewood, dans le Maine, une petite ville dont la population, comme le disait le panneau de bienvenue, ne valait pas la peine d'être comptée. Je me suis présenté comme Margaret Wilcox, bibliothécaire à la retraite,
veuve, sans enfant. J'ai loué une petite caravane confortable pour 595 $ par mois. J'ai commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque locale. Je me suis fait des amis. Une serveuse de 27 ans nommée Sarah, avec une fille pleine de vie nommée Olivia. Olivia a commencé à m'appeler Nana Maggie. Nous avons planté un petit jardin ensemble. Je lui ai appris à raconter une histoire en prenant toutes les bonnes voies. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti mon cœur commencer à dégeler. J'étais en paix. Bien sûr, une telle paix ne dure jamais. La bibliothèque locale, fière de sa nouvelle bénévole, a posté une vidéo de 30 secondes sur sa page Facebook. C'était moi, en tant que Maggie, lisant à un groupe d'enfants captivés. C'était touchant. C'était mignon. Et c'est devenu juste assez viral pour qu'un lointain cousin dans l'Ohio la voie. Tiens, on ne dirait pas tante Eleanor? Une semaine plus tard, j'arrachais les mauvaises herbes dans mon jardin quand Sarah est arrivée en courant, le visage pâle. Maggie, dit-elle, la voix légèrement tremblante, il y a une femme à la bibliothèque. Elle te demande. Elle dit qu'elle s'appelle Jessica. Elle dit qu'elle est ta fille. Elle se tenait sur mon petit porche une heure plus tard. Jessica, rayonnant de fureur et de suffisance. Et Megan, juste derrière, l'air pâle et coupable. Qu'est-ce que c'est que ça? Cracha Jessica en désignant ma petite vie paisible. Qu'est-ce que tu as fait? La maison a disparu. L'argent. Où est notre argent? Notre argent. Megan s'est mise à pleurer. Maman, on était si inquiets. J'ai levé la main. Le silence est tombé. J'ai regardé Jessica, son sac à main de luxe et son visage furieux et magnifique. Le visage que j'avais autrefois aimé plus que ma propre vie. Ce n'a jamais été votre argent, ai-je dit, ma voix calme et claire. Ce n'a jamais été votre maison. Papa me l'a laissé. Dans une fiducie, un document légal que vous n'avez jamais pris la peine d'étudier parce que vous étiez trop occupé à dépenser ce que vous pensiez être votre héritage. Le visage de Jessica s'est décomposé. La rage a été remplacée par une pure incrédulité balbutiante. Tu mens. On va te poursuivre en justice. On dira à tout le monde que tu es mentalement instable. Allez-y, ai-je dit, et j'ai ressenti un profond sentiment de libération. Je vous en prie. Racontez au tribunal l'histoire de Moïse. Parlez-leur du mot que vous avez laissé pendant que j'étais en train de mourir. Racontez-leur comment vous avez mis ma vie en boîte pendant que je me battais pour elle. On verra ce que ça donnera. Je me suis tourné vers Megan, dont les sanglots n'étaient plus que de petits hoquets silencieux. Je suis désolé pour toi, Megan. Je suis désolé que tu aies laissé ta peur être plus grande que ton amour. Puis j'ai de nouveau regardé Jessica. Et pour toi, je ne ressens absolument rien. Je suis rentré dans ma maison, ma vraie maison, et j'ai fermé la porte. Je ne les ai pas regardés partir. Je suis allé à la fenêtre de ma cuisine, d'où je pouvais voir Sarah et Olivia m'attendre dans leur jardin. Sarah m'a fait un petit sourire interrogateur. J'ai souri en retour. Quelques semaines plus tard, une dernière lettre de James est arrivée, confirmant que tous les liens juridiques étaient rompus. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai jeté dans mon petit poêle à bois. Je ne l'ai pas regardé brûler. J'ai regardé Olivia, qui courait à travers l'herbe, les bras tendus, criant mon nom. Nana Maggie. Et je suis sorti pour aller à la rencontre de mon avenir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, on adore vous lire.